Et ce matin, dans les matins de France Culture, à 7h43, il sera donc question de la fameuse France des invisibles. Étrange adjectif qui semble pourtant avoir fait mouche pour désigner ces Français qu'on ne voit plus ou qu'on ne veut plus voir, ces ouvriers, si, il en existe encore, ces employés, ces licenciés de PSA, d'ArcelorMittal à Gandrange, ces résidents de petites villes et des banlieues périphériques, et des caissières aussi, alors que sort justement aujourd'hui le film Les Tribulations d'une caissière de Pierre Rambaldi. Le sujet dans l'air du temps, serait-ce donc le retour de la France des oubliés dans le débat politique? Rien n'est moins sûr, parce que pour l'instant, il y en a une qui cite abondamment cette France invisible, c'est la présidente du Front National, déclarant dimanche dernier en Lorraine vouloir être la présidente des oubliés, je la cite, et la présidente des invisibles, je la cite encore. Alors que le vote des classes populaires est donc déterminant en 2012, une question tarot de nos invités, bonjour à vous, Hervé Algalarando et Christophe Guilluy. Bonjour. Que fait la gauche ? A-t-elle définitivement choisi le protocole fantôme, comme la mission impossible qui sort aussi aujourd'hui sur les écrans, et comme surtout lui préconisait un rapport de Terra Nova en mai 2011, d'abandonner les classes populaires et de se tourner désormais vers d'autres catégories sociales? A-t-elle donc reporté toute son énergie ailleurs, vers d'autres combats, et ce au détriment de cette fameuse majorité invisible? Voici donc des questions, certes pas très agréables, que vous vous posez aujourd'hui. Christophe Guilluy, je le rappelle, géographe, et qui publie avec un nombre conséquent de collaborateurs plaidoyer pour une gauche populaire, la gauche face à ses électeurs au bord de l'eau. Et donc, notre autre invité, Hervé Algalarando, la gauche et la préférence immigrée chez Plomb. Peut-être la première question pour vous, Hervé Algalarando, journaliste au Nouvel Observateur. Depuis quand datez-vous l'idée que la gauche aurait oublié les classes populaires ? Écoutez, moi je crois qu'il y a un tournant, il y a même eu un choc qui est mai 68. Allons pour bon. moi, encore c'est la faute à 68. Non, je dis pas la faute à Non. 68, enfin, si on veut la faute à 68, non, l'explication par 68. Je crois qu'il s'est passé en 68 quelque chose de très important. Il y a donc eu une révolte étudiante de travailleurs intellectuels, plutôt d'intellectuels en tout cas, et à un certain moment, ces intellectuels sont allés vers la forteresse ouvrière, sont allés à Billancourt avec À la Jean-Paul rencontre Sartre, des ouvriers avec dans les usines. avec Jean-Paul Sartre à leur tête, Sur et le par bilan. ailleurs, d'ailleurs, un certain nombre de militants gauchistes, dans ces années, sont allés travailler en usine. Et qu'est-ce qui s'est passé à Billancourt ? Eh bien, les travailleurs, les ouvriers ont signifié aux intellectuels que tout ça n'était pas très sérieux, finalement. Et alors qu'on croyait à l'époque, dans la tradition marxiste, que la classe ouvrière serait le sésame de la révolution, de la société future, on s'est aperçu que les ouvriers étaient d'une certaine façon un des remparts de l'ordre établi. Alors là, je crois qu'il y a quand même une cassure fondamentale quand on pense à ce qui était dans, j'allais dire, la culture de gauche, l'exaltation du prolo. Il y a des figures célèbres, Yves Montand, Jean Gabin, dans des films, dans des chansons, etc. Et aujourd'hui, l'homme du peuple, c'est devenu un beauf, aux yeux de beaucoup de gens de gauche. Et puis, un beauf sur le plan, j'allais dire, Attention, humain. ouvriers, voyait-on sur le bord des routes, dites-vous dans votre livre. Absolument, Enfin, dans un film. C'était de l'humour. Oui, absolument. C'était un film de Michel Cournot qui Voilà. n'a pas eu un succès fou. Mais bon, qui était quelque part, ce panneau était un petit peu prémonitoire. Et naturellement, un des problèmes, un des impensés de la gauche, c'est que cette rupture finalement entre le peuple, entre les ouvriers et la gauche, entre le peuple et la gauche à des mesures de 68, s'est vu confirmée, entre guillemets, par la lepénisation progressive de la classe ouvrière. Et vous dites que du coup, elle a fait préférer à la gauche plutôt la question des immigrés, des sans-papiers, que celle des ouvriers. Mais ça sera dans un second temps que nous développerons tout cela. Alors, même question, Christophe Guilluy, vous êtes, on va le dire, un peu, voilà, pas de la même génération qu'Hervé Algalarando. Alors, est-ce que vous ferez ou pas, vous remonterez dans le temps ou pas sur mai 68, mais enfin, ça ne date pas seulement au fond de ce rapport de Terra Nova, cette question de la gauche oubliant le peuple. Non, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le rapport Terra Nova, qui essaie de pointer ce que pourrait être le nouvel électorat de la gauche pour gagner les élections présidentielles, décrit en réalité l'électorat de la gauche depuis ces 20 dernières années. C'est-à-dire que toute l'ambivalence de ce rapport, c'est de faire croire qu'on se projette, or on ne se projette pas, on est simplement en train de valider ce qui est la transformation, je dirais, sociologique de l'électorat de gauche depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus.
Moi, il y a un tournant qui me semble très très important, c'est le virage 83, le virage libéral de la gauche. Alors effectivement, 68 joue très fortement, mais il y a bien un basculement qui se fait à ce moment-là. Et je rappelle quand même que cette période est intéressante. Alors bon, c'est le géographe qui parle, mais c'est que début 83, fin 70, c'est le début des émeutes urbaines. Or, c'est très intéressant de voir que le virage libéral de la gauche, l'abandon, je résume, de la question sociale et de la question ouvrière, arrive précisément à un moment où émergent les premières émeutes de banlieue. Et ces premières émeutes, elles n'ont pas lieu n'importe où, elles ont lieu là, dans la grande banlieue lyonnaise, là où se concentrait l'immigration algérienne. Et je dirais que pratiquement sur un plateau, une nouvelle dimension du populaire arrivait, je dirais, pour la gauche. Et là, il y a ce basculement vers l'attention donnée de plus en plus vers les banlieues et un abandon progressif de la classe ouvrière, ce qui était assez logique compte tenu du virage libéral. Alors, cela dit, comment pouvez-vous liquider aussi rapidement le bilan de la gauche, Christophe Guilluy, sur la question du social, avec tout de même, on va dire, la retraite à 60 ans, les 35 heures, le RMI? Non, mais je ne dis rien. Tout ça, mais je vous pose la question. Enfin, mais les acquis sont là, ça ne fait pas de doute. Mais ils ne sont pas suffisants et ils ne s'adressaient pas nécessairement à cet électorat. Les 35 heures, c'est typique. Les 35 heures n'ont pas vraiment été... je veux dire, les bénéficiaires des 35 heures, c'est essentiellement les cadres moyens et les cadres supérieurs. Pas du tout les ouvriers. Donc voilà, ça c'est une... Vous en parlez, 35 heures à la Galarondo dans votre livre. Oui, tout à fait. Moi, je crois que, effectivement, moi je ne suis pas un spécialiste du social et sur les 35 heures, j'ai un avis d'amateur. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que ces 35 heures ont bénéficié essentiellement aux cadres. D'ailleurs, ce n'est pas les 35 heures qui ont bénéficié aux cadres. C'est la 6e ou la 7e semaine, voire la 8e semaine de congés payés, puisque naturellement, les cadres ne sont pas passés aux 35 heures. Et en revanche, les ouvriers qui ont gagné un quart d'heure par jour au prix souvent de contrepartie d'horaires acrobatiques, manifestement, non, et en plus d'une stagnation de leur pouvoir d'achat, n'ont pas manifestement considéré qu'il s'agissait là d'une avancée importante. Je rappelle quand même, et ça revient d'ailleurs à notre sujet, que la dame des 35 heures, Martine Aubry, a été battue à la suite de cette réforme dans une circonscription populaire de la banlieue de Lille. Alors cela dit, je suis en accord avec beaucoup de points sur mais Christophe pas seulement Guilluy, sans doute. Mais je voudrais contester son analyse sur l'importance de ce qu'il appelle le tournant libéral de 1983 dans la coupure entre la gauche et le peuple. Je voudrais quand même rappeler que, aujourd'hui, naturellement, le PS étant le parti dominant, on parle beaucoup de la coupure entre le PS et le peuple, entre le PS et les ouvriers. Mais enfin, ce qui a toujours été le parti ouvrier, c'était le parti communiste et c'était globalement la gauche radicale. Et la coupure entre cette gauche radicale qui n'a jamais fait de tournant libéral à ma connaissance et la classe ouvrière est encore plus forte que celle entre le PS et la classe ouvrière. Et ça, vous visez Mélenchon dans ce cas-là, et même Alain Badiou dans votre livre. Bien sûr, mais Jean-Luc Mélenchon, dans les sondages, au jour d'aujourd'hui, il a 3% du vote ouvrier. C'est parfaitement ridicule. Et Marine Le Pen en a combien ? 45. Jean-Luc Mélenchon s'autoproclame candidat du peuple, mais le peuple n'est pas chez Mélenchon. Alors justement, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a, on est toujours avec cette idée que les discours influencent les électorats. Alors, je crois que c'est les électorats qui choisissent les partis. On le voit très bien d'ailleurs sur le Front National. Le Front National qui était dans les années 80 un parti de droite extrême, je dirais classique, attirait plus en gros la bourgeoisie de droite, un peu catholique, avec la vieille extrême droite classique, on va dire. Je vais vite. Je dirais que la classe ouvrière est tombée sur la tête de Le Pen sans qu'il s'en aperçoive finalement. Et on voit bien d'ailleurs le discours. Attendez, sans qu'il s'en aperçoive, oui, vous dites. Oui, c'est-à-dire que je pense que c'était pas la cible. Le Pen s'est pas réveillé un jour avec avec un discours marxisant et de lutte des classes. Je crois pas. Je pense pas. Je le connais pas, mais je pense pas que ce soit ça le fond des choses. Je crois que réellement dans les années 90, la classe ouvrière a choisi le Front National et que peu à peu le Front National a adapté son discours à la classe ouvrière. C'est raccroché au Front National. Alors,
On peut dire ça aussi, je suis d'accord. Et Marine Le Pen, je dirais que c'est la lente mutation du discours et c'est c'est l'idée de caler son discours sur un électorat. Et inversement, si on regarde le Parti socialiste, et d'ailleurs, là, c'est tempête sous un crâne, cette question des classes populaires pour le Parti socialiste. Pourquoi ? Parce que je crois qu'ils ont compris. Il y a des gens, d'ailleurs, l'initiative de ce livre... c'est Plaidoyer pour une gauche populaire, voilà, au bord de l'eau. C'est Laurent Baumel et François Calfon, donc, qui sont au Parti socialiste. Alors, c'était une réaction par rapport, évidemment, au discours Terra Nova, à la note Terra Nova. Ce que je veux dire, c'est que le Parti socialiste, c'est très compliqué parce que son électorat, c'est quoi ? Ce sont des classes moyennes supérieures, des fonctionnaires, des bobos et des gens qui vivent essentiellement dans les grandes métropoles. Bref, là où ne vit plus précisément les classes populaires. Et que vous aviez étudié dans un livre récent. Dans Fracture française. Voilà, vous en parlez au matin. Et je dirais que là c'est vraiment le gros problème de la gauche. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont compris que le populaire, ça ne se réduit pas à la banlieue. C'est une dimension du populaire, la banlieue. Que les classes populaires sont majoritaires et que leur électorat aujourd'hui est essentiellement un électorat de grandes métropoles. La question, c'est comment parler au peuple, c'est-à-dire à des sujets très clivants, sans désespérer Boboland. Et ça, c'est très complexe. Et je crois qu'aujourd'hui... Mais pourquoi est-ce si complexe si, après tout, on pourrait penser que historiquement, effectivement, la gauche, de toute façon, choisit tout de même de parler à la fois au peuple et à quelques élites, non ? L'un des éléments de cette complexité, il y en a deux, c'est que vous avez des bobos, effectivement, qui globalement sont des gens ouverts sur... Bobos, on va dire, c'est nous, quoi. Oui, absolument, dans ce studio, absolument, là, par exemple. Absolument. Nous en sommes de bons représentants, mais ce sont des gens qui militent pour une ouverture sur le monde, une ouverture aussi bien sur le plan économique. Bon, ils ont souvent, effectivement... Mais ils ont les moyens. Plus ou moins adhéré au libéralisme ambiant, au libéralisme général, et puis une ouverture aussi en matière non seulement de circulation des marchandises, mais de circulation des hommes. Et donc, ils sont très ouverts à une immigration sans beaucoup de freins, sans beaucoup de limites. Or, effectivement, du côté des cadres populaires, ces cadres populaires ont le sentiment, eux, d'être un peu les victimes de cette ouverture, quoi. Et d'autant que, Christophe Guilluy, vous dites, vous, et dans le livre, mais aussi dans un article récent sur Slate, que du coup, la gauche, choisissant davantage de cultiver le vote des étrangers, qui est compliqué à cultiver, puisque d'a priori, les étrangers ne votent pas, vous posez la question, la gauche veut-elle du coup vraiment perdre la présidentielle ? C'est étonnant quand même, la gauche gagne le Sénat et la première déclaration de Martine Aubry, c'est la première mesure prioritaire, c'est le droit de vote des étrangers. Et là quand même on doit réfléchir à ce qu'est idéologiquement la gauche, c'est-à-dire que la question du vote des étrangers n'est absolument pas une priorité, c'est-à-dire que c'est même pas un sujet, quoi. C'est-à-dire que c'est bon. Et il y a c'est un sujet, mais c'est pas un sujet. Non, mais je parle en milieu populaire, c'est pas. Je dirais que c'est pas le fondamental. Je veux dire, là, on est en train de réfléchir à comment capter les classes populaires. Et on amène sur le sujet, sur le tapis, un sujet qui a priori ne va pas, mobiliser les classes populaires. Donc là, il y a quand même un vrai problème idéologique. C'est quand même un problème de fond. Et d'un mot, nous arriverons à la fin de la première partie. Alors, la question vous semblait naïve, mais la question des classes populaires et des immigrés ne se recouperait-elle pas par hasard quand même, non ? Du tout ? Les immigrés ne font pas partie des classes populaires, en majorité. Naturellement, mais ce qui est choquant, me semble-t-il, dans le regard d'une certaine gauche, c'est que elle n'a d'empathie vis-à-vis des catégories populaires que pour autant qu'elles sont issues de la diversité. C'est ça qui est choquant, naturellement, c'est cette discrimination. D'un petit mot, juste le populaire pour la gauche, c'est devenu les immigrés. Et c'est ça. Or, dans l'esprit des gens, il y a quand même cette idée que les nouvelles classes populaires se résument aux banlieues. Or, l'immense majorité des classes populaires ne sont pas en banlieue, mais de l'autre côté de la banlieue. Après 17 minutes, les matins de France Culture, c'est l'heure de votre chronique, Brice, pour le débat des matins de France Culture.
Alors, le Parti socialiste, la gauche et la France populaire, la mission est-elle possible ? Vous en avez parlé au cours de cette première partie de l'émission, Marc, mais c'est vrai que la polémique qui a été lancée par les auteurs du plaidoyer pour une gauche populaire contre une note de la fondation Terra Nova qui était intitulée, on s'en souvient, Gauche, quelle majorité électorale pour 2012 ? Cette polémique dépasse de très loin le milieu des experts en sciences humaines liés au Parti socialiste. Parce qu'au-delà même de la stratégie électorale préconisée pour 2012, on assiste à cette occasion au heurt frontal entre deux conceptions de l'identité même du peuple et de la gauche. Alors là où Terra Nova imaginait une grande coalition sur le modèle de celles qui réussissent bien au Parti démocrate américain, je veux dire l'appel à la mobilisation des jeunes, des milieux culturellement émancipés, des femmes et des minorités ethniques, bref, la France qui bouge pour transposer au contexte national, la gauche peut-elle s'identifier aux partisans de l'ouverture et de la mondialisation, à ceux qui en voient d'abord les opportunités parce qu'ils sont solidement équipés en diplôme et en relations, ou encore à ceux qui n'ont rien à en redouter de cette mondialisation parce qu'ils occupent des emplois protégés. Jetant aux oripeaux le bon vieux prolétariat au nom de la modernité, est-ce que la gauche n'aurait pas par hasard abandonné les classes populaires à la droite et surtout à l'extrême droite ? Il faut savoir que Marine Le Pen aujourd'hui dans les sondages compte plus de sympathisants parmi les ouvriers que les candidats du PS et de l'UMP ensemble, 43%. 43% d'entre eux auraient l'intention de voter pour elle selon BVA. Alors, le travail, par exemple, le travail qui a été la valeur centrale de la gauche durant 2 siècles, il fait désormais partie du répertoire de la droite. La France qui se lève tôt, de Sarkozy a fait mouche en 2007. La gauche ne s'est-elle pas trop confondue avec l'idéologie, l'apologie, du temps libre, avec les thèmes de la fin du travail ? Est-ce que sa générosité en matière d'assistance ne trahit pas par hasard une résignation devant la fatalité du chômage ? Les classes populaires redoutent que le modèle social assurantiel, qui fait partie de l'identité de notre pays, soit désormais menacé de faillite, sous le poids de l'assistanat et des détournements divers de la fraude sociale. Christophe Guilly, vous avez été l'un des premiers à dénoncer les nouvelles fractures sociales avec l'œil du géographe. Vous écrivez dans ce plaidoyer pour une gauche populaire, je vous cite, « L'ouvrier d'origine française ou d'immigration ancienne ne vit plus sur le même territoire que l'employé d'origine extra-européenne. » Fin de citation. Au-delà du périphérique, dans les petites villes et les campagnes, a trouvé refuge toute une population précarisée qui fuit le climat des banlieues. La gauche, dites-vous, s'est focalisée sur les habitants des métropoles mondialisées et les classes populaires de la France périphérique ne l'intéressent pas. Pire, elle les méprise. Elle la méprise, cette France périphérique. Car, estiment les auteurs du plaidoyer, elle exprime une demande de sécurité, de respect des règles dont se moquent les bobos des centres-villes, électorats privilégiés des partis de gauche. Hervé Algalarondo relève de son côté également cette exigence dans son livre « La gauche et la préférence immigrée ». L'ouverture à l'autre, le changement valorisé en tant que tel, se bouger, la tolérance de principe même envers les plus intolérants, le multiculturalisme comme idéologie de substitution au bon vieux socialisme, à force de course à la modernité, la gauche ne s'est-elle pas coupée du peuple ? Jetant aux oripeaux le bon vieux marxisme qui avait élu le prolétariat en tant que classe universelle, la gauche bobo a-t-elle trouvé dans la figure magnifiée de l'immigré un substitut au prolétaire ? Bref, face à une gauche du mouvement se dresserait donc une gauche de la protection, de la sécurisation, bref, une gauche populaire, ou bien faudrait-il dire une gauche populiste. Qui veut commenter, répondre, débattre Christophe Guilluy, Hervé Algalarondo, Christophe Guilluy. Alors, gauche populaire, gauche populiste, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est quand on discute avec des hommes de gauche un peu intéressés par la question des classes populaires, ils expliquent immédiatement tout de suite après que, attention, nous parlons bien de gauche populaire et non pas de gauche populiste, que le populisme, c'est la droite et que le populaire, ça pourrait être la gauche. Derrière tout cela, il y a quand même une question fondamentale, moi, qui me taraude, c'est-à-dire que il y a une question identitaire, il y a une question sur la mondialisation, sur le protectionnisme. Bref, toutes ces thématiques, en fait, moi je travaille depuis une quinzaine d'années sur la question des classes populaires. Si on part du bas, c'est-à-dire de ces classes populaires, qui, je le répète, sont majoritaires. Vous avez un pourcentage, pardon. Alors voilà, les classes populaires. Les classes populaires, ouvriers employés, c'est 53% de la population active. C'est surtout l'immense majorité des retraités, parce que n'oublions pas une chose, c'est que les retraités, on les évacue assez rapidement, mais enfin ils votent. Et je rappelle que la majorité des retraités sont d'anciens ouvriers et d'anciens employés. D'ailleurs, précisément la majorité des retraités sont d'anciens ouvriers et d'anciens employés. C'est d'ailleurs une des clés de
l'élection de Sarkozy, c'est que cet électorat-là, retraité, alors qu'on a un peu méprisé, on se dit, bon, Sarkozy, il a gagné parce qu'il a le vote des vieux. Soit il a le vote des vieux, mais il n'a pas le vote de n'importe quel vieux, il a le vote des vieux modestes. Et effectivement, cette France populaire vit sur des territoires que la gauche pensait vieillissants et en tout cas en voie de disparition. Et ce qui est vraiment très frappant, c'est que quand je dessine finalement cette France périphérique, que j'appelle périphérique. Voilà, vous avez créé une nouvelle catégorie au fond. Entre populaire et identitaire, au fond, vous dites, je continue de citer ces quelques lignes après ce que disait Brice, vous dites l'employé du lotissement pavillonnaire, l'ouvrier rural, le chômeur du bassin minier ou le petit paysan peuvent partager une même critique des choix économiques et politiques des classes dirigeantes depuis 20 ans. Et c'est là que vous trouvez cette catégorie. Vous dites c'est dans cette France périphérique, à l'écart des métropoles mondialisées, que se jouera, comme en 2007, l'élection de 2012. C'est clair. Voilà, c'est-à-dire que moi je crois qu'aujourd'hui, si on veut parler des classes populaires, il faut parler des nouvelles classes populaires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'appeler, on parlait tout à l'heure de Jean Gabin et de la bête humaine. Mélenchon est un peu là-dedans. Il pense qu'il suffit de réactiver le mythe de la bête humaine pour parler à la classe ouvrière. C'est déjà complètement à côté de la plaque. Genre que les classes populaires aujourd'hui, elles sont très diverses. Et surtout, je crois qu'il y a un point essentiel, peut-être que le Parti socialiste n'a pas encore intégré, c'est que si on parle des classes populaires aujourd'hui, c'est qu'il y a un effondrement, un émiettement, voire une disparition des classes moyennes. C'est-à-dire qu'on est dans une autre période. Et cette période-là, elle va dessiner, je dirais, elle restructure socialement le pays, avec effectivement ces nouvelles catégories populaires qui se définissent non pas comme la classe ouvrière se définissait hier. Est-ce que ça veut dire juste que les classes moyennes sont en train de devenir des classes populaires ? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle. D'ailleurs, c'est tout le problème des représentations sociales de la gauche. C'est-à-dire que la gauche a estimé, en gros, qu'il y avait des exclus, qui étaient, en gros, les minorités des banlieues, et de l'autre, une immense classe moyenne de gens intégrés, des employés. Et d'ailleurs, les ouvriers étaient considérés comme aussi appartenant à la classe moyenne. Bref, il y avait cette idée, classe moyenne d'un côté et puis minorité de l'autre. Or, moi, ce que j'observe, c'est que si on prend les indicateurs sociaux, la France des fragilités sociales, elle est de l'autre côté de la banlieue. La France des fragilités sociales, donc cette France périphérique, c'est 60% de la population déjà, c'est-à-dire que c'est pas marginal. Et puis c'est là que vous retrouvez des gens qui travaillent à temps partiel, beaucoup de chômeurs, et puis des petits revenus. Oui, il faut savoir, et je l'ai lu, je crois, chez vous, Christophe Guilly, que la Creuse est plus pauvre. On va dire. Que la Creuse est plus pauvre que la Seine-Saint-Denis, ce qu'on sait rarement. Pour revenir aux stratégies électorales de la gauche avec vous, Hervé Algalarando, les classes supérieures éduquées sont spontanément libérales sur le plan des mœurs. Elles sont pour l'avortement depuis toujours, elles sont pour le mariage homosexuel, etc. Les classes populaires, quand on regarde les sondages, expriment au contraire un désir de respect des règles, d'autorité au sein de la famille, etc. Les bobos vantent la diversité et l'ouverture à l'autre, les prolos, la sécurité qui implique au contraire un certain contrôle. Alors avec quel idéal la gauche doit s'identifier ? Lequel des deux elle doit privilégier ? Hervé Algalarando. Je crois que le problème de la gauche aujourd'hui, c'est d'arriver à faire une synthèse, effectivement, entre les classes moyennes, les bobos et les couches populaires. C'est a priori pas très évident, mais enfin, je rappelle qu'une des tâches de la gauche historique, c'est gérer les contradictions dans une perspective mais là, marxiste. C'est frontal, c'est frontal, mais il ne faut pas non plus s'exagérer les contradictions. Par exemple, on parlait tout à l'heure du vote des étrangers. Bon, comme Christophe Guilly, je m'étonne et on peut s'étonner du signal qu'a donné ainsi le PS de considérer que la priorité des priorités, c'était de s'occuper. Mitterrand faisait ça avant chaque élection, souvenez-vous. Mais c'était une des mesures pour François Mitterrand. Là, c'était une façon de faire monter le Front National, soyons clairs. Alors ça, c'est un autre débat. Des voix à la droite. C'est un autre débat et c'est plus compliqué. Vous savez, je crois que tactique électorale. Les hommes politiques ont déjà beaucoup de mal à faire monter leur propre score. Je suis pas sûr qu'ils soient en capacité de faire monter. De faire monter absolument. Je crois que c'est un autre débat. Mais ce vote des étrangers, moi j'étais frappé malgré tout dans les sondages que c'est pas quelque chose de fondamentalement rejeté par les ouvriers. Quand on voit les catégories, on s'aperçoit que, alors, ça, vous savez, ça varie un petit peu selon les sondages, mais 50 à 60% des ouvriers sont prêts, sont d'accord avec ce vote des étrangers. Donc il ne faut pas non plus s'exagérer le gap, le fossé entre les deux. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a un problème à gauche du rapport au peuple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait en 1980, vous parliez de François Mitterrand à l'époque, il y a quelqu'un en France qui a un problème avec le peuple, c'est Valéry Giscard d'Estaing.
Bon. Et puis on parlait 30 du ans peuple plus tard, de gauche. Et on parlait du peuple de gauche. Ouais. Et 30 ans plus tard, on pourrait dire que c'est la gauche qui a un rapport avec le peuple. Vous parliez Un tout à problème l'heure avec le peuple. un problème avec le peuple. Vous parliez tout à l'heure de gauche populaire, mais elle n'existe pas. Je veux dire, c'est pas le PS, mais c'est pas non plus la gauche radicale, comme je soulignais tout à l'heure. On parle à propos du Front National de mouvements populistes à juste titre, mais s'il y a populisme, c'est qu'il y a antipopulisme. Je veux dire, là encore, moi je suis pour une pensée plutôt idéalitique, et c'est vrai qu'aujourd'hui la gauche, aussi bien dans sa dimension social-démocrate que dans sa dimension radicale, considère que le peuple est un peu dangereux, parce que le peuple, si on l'écoutait, amènerait effectivement les partis de gauche vers des solutions qu'il réprouve. Christophe Guilluy et puis Brice Couturier. Oui, moi je crois Christophe qu'il y a une question presque d'ordre philosophique donc, que je vais poser là. Pourquoi est-ce qu'un ouvrier d'Hénin-Beaumont au chômage avec... Hénin-Beaumont, c'est notamment le fief de Marine Le Pen. Voilà. Au chômage avec 600 € de revenus par mois, choisit Marine Le Pen plutôt que Besancenot ou une liste d'extrême gauche qui met en avant Mélenchon, voilà, comment dire, des possibilités par le social. Et là, il y a une vraie question de fond que la gauche ne peut pas ou ne veut pas traiter, qui est une question d'ordre identitaire. C'est une question terrible parce que, évidemment, à gauche, on se dit, bon, il suffit de tenir un discours social pour que le peuple revienne à moi. Or, depuis 20 ans, on se rend compte que ça ne marche plus comme ça. Mais parce que la gauche a Tout une simplement époque à parler de la mondialisation heureuse, Voilà, c'est ça ? c'est-à-dire que ce qui clive aujourd'hui, c'est la question de la mondialisation, et l'immigration est une dimension de la mondialisation. C'est-à-dire que Bien sûr. on ne peut pas... c'est toute l'ambiguïté du discours Montebourg. Montebourg, c'est très sympathique, mais c'est un peu le protectionnisme chic. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, bon, je mets des frontières, bon, ok, alors on peut être d'accord là-dessus, mais attention, la question des flux migratoires, je ne régule pas parce que là, on est sur des sujets trop sensibles. Mais bien évidemment, les gens dans la vie réelle pensent que voilà, la question du protectionnisme et de la régulation, ça inclut aussi la question de la régulation des flux migratoires. Et là, on est vraiment sur, je dirais, le véritable nœud gordien pour la gauche. Tout à fait. Et je voudrais ajouter que ça montre que quelque part, la gauche radicale est encore plus en rupture avec les aspirations populaires que la gauche social-démocrate. Quand, pour Olivier Besancenot, pour Jean-Luc Mélenchon, il faut régulariser tout de suite tous les sans-papiers. Bon, c'est quelque chose, naturellement, qui, dans la classe ouvrière, j'allais presque dire, à tort ou à raison, c'est un autre débat, mais ne passe pas. Mais vous dites un truc intéressant, ce point de vue-là, à Garando, vous dites que ceux qui animent ces mouvements, ces associations favorables à la régularisation des sans-papiers, appartiennent eux-mêmes en général à des professions fermées et protégées. Et que s'ils veulent montrer l'exemple, que les avocats, les médecins, les fonctionnaires, par exemple, qui bénéficient d'une préférence nationale absolue, ouvrent un peu leur rang aux immigrés. À ce moment-là, ils seront plus crédibles. Vous savez, quand on est journaliste au Nouvel Observateur, c'est facile de penser qu'il est naturel d'accueillir tous les Tunisiens qui, assez normalement, après ce qui s'est passé dans leur pays, ont envie de venir chez nous ou peuvent venir chez nous, alors qu'avant, c'était plus réglementé. Mais en même temps, c'est facile. Pourquoi ? Parce que moi, mon emploi n'est pas menacé par ces gens qui arrivent. Alors que ce n'est pas forcément le cas pour une jeune femme qui est caissière dans un supermarché, qui va voir un ouvrier ou un ouvrier. Une concurrence dans l'immigré qui vient d'arriver. Mais je voudrais mettre le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire sur les contradictions culturelles de la gauche bobo, quoi. Parce qu'à force de faire un bon accueil à l'islam, au nom de l'ouverture à l'autre, et en même temps aux formes de la modernité occidentale les plus avancées, les plus libertaires, sans jamais s'interroger d'ailleurs sur la compatibilité entre les pudeurs de l'un, la religion musulmane, et la prétention de l'autre à la transgression, à l'irrespect, etc. Est-ce que la gauche ne porte pas la responsabilité de ce paradoxe qui est quand même spectaculaire aujourd'hui, c'est d'avoir abandonné le thème de la défense de la laïcité à un parti qui a été créé en particulier par des intégristes catholiques. Le Front National aujourd'hui apparaît par rapport à la gauche comme celui qui veut interdire les prières dans les rues, par exemple, au nom de la laïcité, alors que la gauche a fermé complaisamment les yeux sur ce phénomène qui s'est développé dans certains quartiers de Paris. Oui, alors, moi je crois que sur toutes ces thématiques, immigration, islam, il faut s'occuper de ce que font les gens et non pas de ce qu'ils disent.
Alors c'est typique pour les bobos évidemment, mais c'est vrai pour tout le monde. Et je crois que aujourd'hui, dans une société qui devient multiculturelle, parce que la question de l'islam c'est la question du multiculturalisme. Je pense que s'il y avait 6 millions de sikhs en France, on parlerait du sikhisme. Là, il se trouve qu'il y a 6 millions de musulmans, on parle de l'islam. Pourquoi ? Parce que dans une société multiculturelle, l'autre ne devient pas soi. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément un ennemi. Ça veut dire que le mythe républicain, c'était quand même celui-là. L'autre devient moi. Et donc, je peux l'accueillir. On est donc dans cette nouvelle donne multiculturelle. C'est très complexe. Et face à cela, je crois que tout le monde réagit de la même façon. Les gens ne votent pas de la même façon. C'est-à-dire que l'ouvrier d'Hénin-Beaumont va voter Front National pour ériger des frontières, pour que un État fort érige des frontières. Et le bobo, qui a les moyens de la frontière, lui érige seul ses frontières par une mobilité résidentielle, par des choix résidentiels, par des choix scolaires. Bref, mais en réalité, si vous regardez ce que font les gens... Chacun fait son mur. C'est ça, mais le constat, il n'est pas... L'islam n'est pas un problème chez le bobo. Je vais pouvoir m'adapter et ériger des frontières invisibles et tout cela va pouvoir être gérable parce que j'ai les moyens de cette frontière. C'est la grande différence avec les gens du peuple. Les gens du peuple n'ont pas les moyens de la frontière. Et ils demandent à un État fort, alors ça peut être Sarkozy par son discours très très dur, ou la périphérie est vue comme une frontière. Bien sûr, c'est ça. Mais surtout que je vais juste terminer là-dessus, c'est vrai qu'on a l'impression que là on parle que de la gauche qui a abandonné le peuple. Vous inquiétez pas, j'allais y venir. Voilà, la réalité c'est que la droite... Alors, la droite, par exemple, vous en parlez notamment aussi, Hervé Algalarando. Bon, la droite et les classes populaires, c'est pas non plus une histoire d'amour totalement échevelée, malgré tout, même si vous dites que... Vous connaissez quand même la tradition gaulliste, le mot de Malraux. Le parti, ça doit ressembler, enfin, le RPF à l'époque, ou je ne sais plus, l'UNR, au métro à 6h du soir. Donc, il y a toujours eu... Et si quelqu'un parlait du peuple, c'est pas seulement la gauche, le peuple de gauche de 81, mais c'est aussi le général de Gaulle. Et pour revenir à l'actualité récente, la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est essentiellement le produit d'une OPA, entre guillemets, sur les catégories populaires. Il se trouve que Nicolas Sarkozy a un stratège politique qui vient de l'extrême droite, qui vient de Minutes, qui s'appelle Patrick Buisson, mais qui est par ailleurs un type très intelligent, qui a d'ailleurs forgé un mot juste, la prolophobie, qu'on disserte tous là aujourd'hui un petit peu autour de ce thème, la prolophobie. Bon, et c'est attribué à la gauche, qu'il attribue bien sûr, qu'il attribue aux élites de gauche, aux élites de gauche, et c'est sur cette base que Nicolas Sarkozy a développé un discours sur le travail, sur la valeur travail, et j'étais très frappé d'ailleurs dans le livre d'intellectuels de gauche auquel a participé Christophe Gully. Il y a un des auteurs, je crois que c'est pas vous, mais qui souligne que aujourd'hui, les ouvriers sont très attachés à une des mesures de 2007 qui était dans le paquet fiscal de Nicolas Sarkozy, qui est la défiscalisation des heures supplémentaires et qui leur permet effectivement à eux de faire davantage supplémentaires et donc d'accroître leur pouvoir d'achat. Et donc, aujourd'hui, dire que la droite a un problème avec les couches populaires, c'est naturellement pas complètement faux, mais enfin, c'est aussi parce que Nicolas Sarkozy a fait jeu égal au second tour dans les catégories populaires avec Ségolène Royal, qu'il a été élu assez largement. Et dans toute sa stratégie pour sa réélection, ce qu'il vise à nouveau, c'est refaire en quelque sorte cette OPA. Il était hier... Peut-être certains d'entre vous ont entendu des sons. Il était hier dans une usine Rossignol dans les Alpes. Et moi, ce qui m'a frappé dans son discours, et Dieu sait pourtant que je suis un anti-sarkozyste militant. Oula, un lapsus terrible. J'ai failli dire, je me suis même pas rendu compte. Anti-communiste. Ah oui, je suis aussi. Je ne suis pas très philo-communiste. Mais ce qui était frappant dans ce discours, je finis, de Nicolas Sarkozy hier, c'est que il y avait des accents relativement sincères. On n'avait pas l'impression d'un parler faux. Et sans faire du marxisme primaire, comment nier que l'origine de classe des dirigeants actuels du Parti socialiste, qui ont été recrutés, il faut quand même s'en souvenir, au cours des années 80, parmi les membres des cabinets ministériels, donc qui sont généralement issus de la haute fonction publique, et même de la très haute, ils sortent de l'ENA, ce sont des gens qui en plus ont des possibilités de carrière à l'international formidables. Donc eux, la mondialisation, c'est tout bénef. Donc, ils sont protégés parce qu'ils sont fonctionnaires. Et en plus, s'ils veulent sortir de la politique pour aller faire autre chose dans la banque à
Hong Kong, pas de problème, ils sont très forts. Est-ce que ça les a pas prédisposés à ne plus entendre l'exaspération discours anti-élite forcené c'est démembrisé. Regardez la trajectoire de chacun d'entre eux. Enfin, je suis désolé, ils sortent tous de l'ENA. Quels sont ceux qui ne le sont pas? Les élites n'empêchaient pas de s'occuper du peuple. C'est vrai que ça prédispose pas tellement à entendre l'exaspération de ceux qui sont le plus exposés aux délocalisations et au chômage. C'est vrai que quand on regarde la sociologie... sens quand même. Attendez, si, je crois. Mais la sociologie, l'Assemblée nationale, je veux dire, la sociologie des députés, je veux dire, plus personne n'est originaire de milieux populaires. Et ça n'a jamais été le cas non plus. Il y avait des ouvriers au Parti communiste, bon sang. Il y avait des députés. La représentation parlementaire n'a jamais été majoritairement faite par les gens des classes populaires. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que la réalité de la représentation législative du PS, c'est pas que seuls les ouvriers sont exclus de cette représentation, c'est l'ensemble des salariés du secteur privé. Le PS, c'est un parti de fonctionnaires. C'est le parti des fonctionnaires, pour les fonctionnaires et par les fonctionnaires. Et entre parenthèses, d'ailleurs, ce qui explique que c'est pas non plus un parti complètement libéral, contrairement à ce que vous soulignez tout à l'heure. Mais il est certain, je parle de préférence immigrée dans mon livre, mais il m'est arrivé de penser que j'allais faire un livre sur le PS et la préférence fonctionnaire. Et naturellement, cette origine sociale de l'ensemble des dirigeants et de la plupart des militants explique beaucoup des choix du Parti socialiste. Et naturellement, quand on est fonctionnaire et donc à l'abri de la mondialisation, en général, on ne développe pas de discours critique vis-à-vis d'elle. Brice Couturier. Est-ce que vous dites quelque chose qui, par contre, me semble un peu exagéré, Hervé Elgalarondo. C'est un peu un pamphlet. Vous dites que finalement, si les bobos, si la gauche intello, libérale, libertaire, des centres-villes, etc., méprise le peuple, c'est parce que le peuple aurait déçu les aspirations révolutionnaires de cette même classe quand elle était 68arde, quand elle était étudiante. Oui, c'est ce que j'évoquais dans la première partie. Ça me paraît un petit peu risqué quand même. Parce que... c'est naturellement, c'est un objet de débat. Je ne suis pas le seul à faire cette analyse. Je l'ai fait notamment après. Le peuple a déçu les maoïstes, donc ils sont devenus anti-populistes. Pas seulement, non. Il a déçu comment la gauche... il y avait quand même en France une tradition ouvriériste qui d'ailleurs n'existait nulle part ailleurs. Le Parti communiste, donc il y avait une majorité d'ouvriers au bureau politique il y a 30 ou 35 ans. C'était absolument pas le cas dans l'autre parti communiste important du monde occidental, qui était le Parti communiste italien. Donc il y avait quand même le sentiment que là résidait l'espoir de la gauche, l'espoir de la révolution. Or, alors naturellement tout ça peut être discuté, mais c'est quand même en mai 68 que vous citez les ouvriers... Badiou qui a été le grand théoricien du maoïsme, la figure du prolétariat a été absolument le sauveur universel, et aujourd'hui il s'est reconverti dans le plongeur malien. Tout à fait. C'est-à-dire que justement, c'est marrant. Mais Badiou lui-même donc a enregistré cette trahison entre guillemets du prolétariat tricolore, on va dire. Et donc aujourd'hui, au lieu d'ériger effectivement, comme on le faisait, le métallo de Billancourt, lui, il érige le plongeur malien dans un restaurant chinois, c'est assez étonnant d'ailleurs, comme mixte, comme symbole du prolétaire, comme symbole de l'opprimé. On l'avait déjà un peu dans les livres de Christophe Guilluy, ça, le cuisinier pakistanais qui fait les bonnes pizzas pour Bobo du 2e arrondissement. D'accord, mais pour Badiou, c'est donc la figure même de l'opprimé, et celui autour duquel il nous demande même de l'honorer. C'est un livre, il faut lire Badiou, parce qu'il y a une dimension religieuse, on parlait tout à l'heure de laïcité, etc. Il nous demande d'honorer ce travailleur malien parce que, à son sens, c'est la personne auquel devrait s'organiser la société communiste de demain en France. Christophe Guilluy. Moi, je crois que c'est plus large. Je crois que c'est. Je ne crois pas tellement à l'opposition entre fonctionnaires, non fonctionnaires, secteur public, secteur privé. Je crois qu'il y a une vraie recomposition vous êtes sociologique. Non, pas du tout. Non, mais je dirais, il y a des fonctionnaires d'en bas, des fonctionnaires d'en haut. Bien sûr. La question de la perception du peuple, c'est une vraie question, je dirais, pour la droite, mais pour la gauche, mais comme pour la droite aussi. Moi, j'oublie pas quand même que les sondages ces 20 dernières années nous montrent quoi ? Nous montrent que la majorité des Français ne se réfèrent plus ni à la gauche ni à la droite pour le grand projet. Donc ça, c'est, je veux dire,
ni gauche ni droite, entre guillemets, c'est fondamental. C'est-à-dire que vous pouvez, à un moment où la sociologie est en train de se recomposer, où les classes moyennes sont en train de disparaître, où les classes populaires sont en train de réémerger, vous avez une majorité de gens qui ne se réfèrent plus, qui n'attendent plus de la gauche et de la droite. Et si on n'a pas une lecture un peu sociale de cette tendance-là, on ne comprend rien. Caroline Eliachef. Oui, ce qui est très intéressant en vous écoutant et qu'on n'entend pas souvent, c'est que on voit ce qui a disparu, mais vous nous faites apparaître ce qui va venir. Et ce alors qui peut émerger. Oui, ce qui va émerger. Hein, et ça, c'est extrêmement rare. Et à vous écouter, c'est, je veux dire, effectivement, ce ni gauche ni droite, c'est que vous dites la gauche n'est plus à gauche, l'extrême gauche ne s'occupe plus des classes populaires, qui va vers l'extrême droite. Donc on se dit, mais le Parti communiste finalement était à droite, c'est-à-dire il y a un mélange des genres incroyable. Alors je voudrais quand même vous poser une question, justement par rapport aux élites. Quand vous dites au niveau du Parlement, il n'y a pas de personnes issues des classes populaires. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut être issu de quelque chose pour défendre une classe populaire? On le dit par exemple en médecine. Hein, on nous dit à nous médecins, mais vous n'avez jamais été malade, donc vous ne pouvez pas nous comprendre. Mais bon, c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est pas une condition. Lui. Mais là, il y a, si vous voulez, il y a l'invisibilité du peuple. C'est une question sociale. Bon, c'est le géographe qui parle, mais c'est aussi une question géographique. C'est-à-dire que c'est important de dire la France des invisibles. C'est-à-dire qu'on ne les voit plus. Ça fait 20 ans qu'on ne voit plus ces gens. C'est-à-dire que les dynamiques sociales et géographiques font qu'on les voit de moins en moins. Pourquoi est-ce qu'on parle des classes populaires aujourd'hui ? C'est le sondage de Brice Couturier, c'est-à-dire qu'il y a ces 43% de gens qui ont l'intention de voter pour Marine Le Pen. C'est pour ça qu'on en parle. S'il n'y avait pas ces intentions-là, et là, il y a la fonction, il y a une vraie fonction du Front National, c'est-à-dire que au-delà du discours moral, il y a quand même une vraie question pour nous, c'est de s'interroger, si il n'y avait pas Marine Le Pen, on ne serait même pas en train de parler des classes populaires aujourd'hui. Il n'y aura peut-être pas ce bouquin sur la table. C'est-à-dire et ça, c'est une vraie question. Du Monde, hein. Un titre du Monde, c'est extraordinaire, parce que Le Monde, c'est pas vraiment le journal des classes populaires. La colère sourde des Français invisibles. La réalité, cela dit, c'est qu'on approche de l'élection présidentielle et que la gauche, assez normalement, s'interroge sur la raison de ces défaites successives. Et de ses victoires. Et de sa victoire. Vous parlez aux élections locales. Oui, c'est ça. La gauche gagne quand le peuple ne va pas voter. Exactement. Donc, quand on regarde l'élection présidentielle sous la Ve depuis 30 ans, on s'aperçoit que gagne celui qui a le peuple avec lui. C'est Mitterrand en 81, c'est Chirac en 95 et c'est Sarkozy en 2007. 8h44, il est temps de retrouver le coup d'œil de Thomas Cluzel sur le motif. Oui, un article à lire sur Mediapart, signé Mohamed Bouklit, membre du Conseil national de campagne du Front de gauche. Voilà de longs mois, dit-il, que nous arpentons les quartiers populaires de France avec la conviction profonde qu'un autre monde est possible. Partout, nous avons entendu la même détresse sociale, le même rejet d'une classe politique, y compris d'ailleurs du Front de gauche, qui ne prend pas en compte les aspirations profondes des peuples plongés dans plusieurs crises majeures. Eh bien, avec le recul, dit-il, en sillonnant donc depuis plusieurs années ces territoires abandonnés de la République, tout se passe dans les faits, compte tenu des crises historiques que nous vivons, comme si nous étions revenus à l'ancien régime, un régime avec ses féodalismes capitalistes, oligarchies, clientélistes et maintenant laïcards. J'ai l'intime conviction, écrit Mohamed Bouklit, que la Révolution française n'est pas terminée et qu'elle est au fond un idéal de justice sociale toujours à atteindre. Héritiers de l'esprit de la Révolution française, les précaires constituent à travers leur lutte locale et progressiste les nouveaux sans-culottes de la République, qui réclament plus de justice sociale dans les quartiers populaires comme dans les campagnes. Ils sont l'âme et l'avenir d'une république vivante, laïque, plus sociale, plus digne, plus juste et tout simplement plus humaine. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, un commentaire, Christophe Guilluy, Hervé Algarondo, c'est Mediapart, hein ? Mediapart. On le lit dans Mediapart. Non. Ça illustrerait presque ce que vous disiez depuis tout à l'heure, non ? Oui, non, mais effectivement, je crois que, moi, c'est l'un de mes dadas, effectivement, parce que le rapport de Terra Nova fait qu'on a beaucoup centré donc la critique sur le PS, mais il y a aussi une critique à faire du côté de Mélenchon. Il est bien évident que, là, on a beaucoup parlé de l'immigration, mais j'étais frappé en lisant, en parcourant, d'ailleurs plus exactement, mais le dernier livre de Mélenchon,
que Jean-Luc Mélenchon arrive à faire l'éloge de la Chine. Alors que s'il y a un pays qui aujourd'hui, par son industrie, qui produit à vil prix, à bas coût, lamine l'industrie française, c'est naturellement la Chine. Puis nous allons arriver bientôt au terme de cette partie des matins avec vous, Christophe Guilluy, Hervé Algalarando. Cela dit, s'il fallait au fond déceler des responsabilités, la faute à qui? À ces fameux think tanks auxquels Télérama consacre aussi aujourd'hui au fond 3 pages, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui se ressemblent tous relativement, dit-on dans Télérama, financés par à peu près au fond les mêmes entreprises, sur les mêmes canaux. C'est quand même les. Alors, Christophe Guilluy. Bon, faut pas exagérer l'importance des think Oui, tanks. absolument. Mais c'est quand même des gens qui mettent, dans la bouche des politiques des sujets. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que tous les think tanks aujourd'hui, que ce soit Terra Nova, que ce soit l'Institut Montaigne ou d'autres, qu'ils soient de droite ou de gauche, mettent à peu près sur la table les mêmes sujets et évitent à peu près les mêmes sujets. Alors, je pourrais lister les sujets qu'on évite, questions sociales, mondialisation, protectionnisme. Mais cela dit, Terra Nova n'a fait qu'écrire, donc j'allais dire tout haut, ce qu'il y a dans les esprits. Parce que la gauche pense tout bas. La gauche d'en haut, la gauche bobo, naturellement. Donc, moi, je trouve que ce rapport a un grand mérite, c'est d'avoir mis le débat sur la table, puisque naturellement, ça fait réagir. Pour terminer, ça veut dire tout de même que vous aurez envie, visiblement, que la gauche gagne aux élections au mois de mai prochain, mais vous pensez que c'est râpé? Oui. Ah non. Alors tout dépend de quelle gauche. Moi j'attends. Si effectivement il y a un discours centré sur les classes populaires, leurs aspirations et un programme qui répond aujourd'hui à l'insécurité sociale et culturelle, oui. Mon oreille me dit que les quelques auteurs du livre que vous signez, Christophe Guilluy, plaidoyer pour une gauche populaire, au bord de l'eau, que vous avez rencontré certains, paraît-il, François Hollande, et qui a semblé être très réceptif, nous dit notre source, notre gorge profonde, et même assez optimiste, puisque cette année, on s'y prend plus tôt, apparemment, pour corriger le tir. Et ne pas commettre la même erreur, à savoir oublier les prolétaires en cours de route. Ça, c'est formidable. Moi, je suis très content de ces élections, parce que pour la première fois depuis 20 ans, la question des classes populaires arrive à gauche, avant l'élection, et non pas après. Mais de la même façon, je suis très content aussi que la droite aussi parle des classes populaires. Le peuple n'est ni de gauche ni de droite. Qu'il soit le sujet d'élection, c'est très bien. Hervé Algalarando. Non, mais moi je trouve très bien que François Hollande effectivement se préoccupe de ce souci. C'est d'ailleurs assez nouveau chez lui, parce que François Hollande est un produit typique, un peu classe moyenne, je veux dire, entre le fait qu'il a été énarque et le fait qu'il est élu d'une région rurale. Donc il était très à l'écart de ces problématiques. Mais le PS et François Hollande s'est rendu compte, par exemple, que l'accord entre le PS et les écologistes qui sacrifient, entre guillemets, l'industrie du nucléaire a été très mal perçu dans les catégories populaires. À l'heure où l'industrie française ressemble à la banquise, à le fond, décider pour des raisons idéologique de sacrifier ce pan de l'industrie nationale, c'est naturellement très contestable. En tout cas, ça mérite un débat. Hervé Algalarando, la gauche et la préférence immigrée, Tribune Libre chez Plomb, et puis Laurent Baumel, François Calfon, Christophe Guilluy, Laurent Bouvet et d'autres encore. Plaidoyer pour une gauche populaire, la gauche face à ses électeurs, publié au bord de l'eau.